Très chers amis internautes, on se retrouve une fois de plus pour ce que nous faisons habituellement. Nous sommes là pour vous informer. C'est devenu désormais une habitude pour nous de vous apporter des informations de la République démocratique du Congo. Et récemment, nous avons tous suivi que deux députés ont déposé sur la table du bureau de l'Assemblée nationale 3 propositions de loi, entre autres la proposition de loi visant la modification de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences de la juridiction de l'ordre judiciaire et une autre proposition de loi, une proposition de loi organique portant statut des magistrats et de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Et en tout cas, la synergie des magistrats, le syndicat, allais-je dire, des magistrats autonomes de la RDC s'est indigné de suite de cette proposition de loi. Nous sommes venus ici à la rencontre du président du syndicat des magistrats autonomes de la République démocratique du Congo pour nous parler de la position des magistrats en ce qui concerne cette proposition de loi. Nous allons écouter la déclaration de ce syndicat et on se retrouve juste après. Le comité directeur exécutif national du syndicat autonome des magistrats, réuni ce jour dans une réunion élargie aux délégués syndicaux, tient à faire la mise au point suivante relativement aux propositions de loi sur le pouvoir judiciaire déposées au Parlement par les honorables députés Aubin Minakou ainsi qu'Egari Sakata. Après lecture minutieuse des 3 propositions de loi visant notamment modification de la loi organique numéro 13/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, de la loi numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015 et de la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, les comités exécutifs d'Islamac s'obligent de faire les observations impératives suivantes. Dans l'ensemble, il y a lieu de constater que ces 3 propositions de loi violent l'esprit et la lettre de la Constitution du 18 février 2006, en ce qu'elles dénaturent son exposé des motifs qui consacre une séparation nette des 3 pouvoirs, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire, autonomes les uns vis-à-vis des autres, et qu'elles travestissent la portée de certaines de ces dispositions contenues dans les articles 81, 149, 152 et 151 et 152 qui consacrent l'indépendance de la justice. Au pire, elles remettent en cause l'intangibilité des dispositions inhérentes à l'indépendance du pouvoir judiciaire en foulant aux pieds les prescrits de l'article 220 de notre Constitution qui en interdit toute révision. De manière spécifique, il importe de relever ce qui suit. 1. S'agissant de la proposition de loi visant la modification de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, il s'y est d'indiquer avec regret qu'elle donne, par la modification de l'ancien article 70 du texte précité, au ministre de la Justice un pouvoir de contrôle et de décision sur toute action du ministère public, tout en obligeant ces derniers à lui faire des rapports écrits tout au long de l'instruction, dont injonction lui a été formulée.
ces pouvoirs conférés aux 10 ministres constituent un abus ou un excès de pouvoir qui énerve gravement l'article 151 de la Constitution, qui interdit toute ingérence du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire et aussi viole les secrets de l'instruction préparatoire. L'insertion d'un article 70 bis dans les textes à modifier vise la mise en place d'une conférence de procureurs près la juridiction de l'ordre judiciaire avec un budget sûrement autonome, en violation des articles 149 alinéa 2 et 152 de la Constitution qui institue le Conseil supérieur de la magistrature comme seul organe de gestion du pouvoir judiciaire avec un budget autonome, en y incorporant dans sa composante les différents procureurs généraux susvisés. Un dédoublement institutionnel qui ne se justifie pas et dont l'inopportunité ponctuée d'inconstitutionnalité ne peut qu'entraîner les régies. D'autant plus que lorsqu'on sait que le Conseil supérieur de la magistrature, depuis sa création, a difficile à se réunir faute de moyens. Aussi s'impose-t-il aux députés d'en rejeter la proposition par respect strict à la Constitution qui sépare les trois pouvoirs publics sans possibilité d'une quelconque confusion aussi subtile soit-elle comme cette proposition y tend en l'espèce. 2. Quant à la proposition de loi visant la modification de la loi organique portant statut des magistrats, il s'impose de souligner avec indignation qu'à travers la dite proposition, toutes les prérogatives régaliennes réservées à la seule autorité du président de la République par l'article 82 de la Constitution ont été malignement conférées au ministre de la Justice par l'article 4 à modifier, qui vise la nomination par celui-ci des candidats retenus à l'issue du concours organisé par le Conseil supérieur de la magistrature en qualité de magistrat à titre provisoire. Les mêmes ministres ayant pouvoir de les nommer à titre définitif au grade de substitut du procureur de la République sur simple rapport positif du procureur ou de l'auditeur, ainsi que de les relever de leurs fonctions en cas d'échec au stage probatoire. Il y a lieu de préciser qu'il ne s'agit pas là d'une innovation. Il s'agit là d'un recul, puisqu'il ne fait que reprendre les dispositions de l'ancien statut des magistrats de 1988. Ne réservant au président de la République que le pouvoir de nommer à ce titre, de nommer et c'est à titre exceptionnel, donc plus que subsidiaire, une certaine catégorie de candidats magistrats ayant une expérience professionnelle de 15 ans au lieu de 5 ans comme jadis. Modification subtile de la Constitution qui en énerve l'article 82 qui donne au président de la République seul le pouvoir de nommer, de promouvoir, de relever de leurs fonctions ou de révoquer les magistrats tant du siège que du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature sans possibilité aucune de délégation à un membre du gouvernement. Il sied de relever aussi que là il ne s'agit pas d'une innovation, puisqu'on ne fait que reprendre les statuts, certaines dispositions de l'ancien statut des magistrats de 1988. L'article 12 à modifier donne au même ministre le pouvoir d'accorder une promotion provisoire au grade supérieur violant les principes d'autonomie et de séparation des pouvoirs inscrits dans l'exposé des motifs de la Constitution et dans son article 149 alinéa 1er. Cette propension à écarter les chefs hiérarchiques dans la désignation d'urgence et provisoire au grade supérieur déroge au principe de la gestion saine et autonome de la justice. L'article 49 alinéa 2 proposé ou à modifier tend à donner au ministre de la Justice le pouvoir de constater une faute disciplinaire à charge du magistrat du parquet qui viole son pouvoir d'injonction, ce qui met le magistrat instructeur sous les dictats du ministre qui a enjoint. C'est une nette ingérence dans une instruction judiciaire en violation de l'article 151 de la Constitution, d'autant plus que le magistrat du parquet, maître de l'action publique, a le pouvoir d'opportunité. L'article 50 à modifier donne à son alinéa premier
une formulation vague à ce qu'il propose que le bureau du Conseil supérieur de la magistrature fasse constater une faute disciplinaire sans en préciser les modalités ni l'autorité habilitée à l'engager à se faire. Étant des structures collégiales, une telle formulation est autant indigeste qu'inintelligible. Le pouvoir disciplinaire étendu aux enquêtes accordées aux magistrats inspecteurs dans les articles 52 et 54 s'inscrivent aux antipodes de la loi en vigueur sur l'inspectorat des services judiciaires et pénitentiaires qu'il s'impose plutôt de modifier en lieu et place de la présente en raison du principe de la spécialité. Surtout qu'il s'impose de redéfinir les statuts des magistrats inspecteurs dont l'hybridité les place sous la férule tant du pouvoir judiciaire que du pouvoir exécutif par le ministre de la Justice. D'autant plus que, au regard des textes actuels, l'inspectorat des services judiciaires et pénitentiaires est un service spécialisé du ministère de la Justice. L'article 155 parle d'envoi en fixation du dossier disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature. Cette formulation est confuse car le Conseil supérieur de la magistrature est à la fois un organe de gestion et une autorité disciplinaire. Et en tant qu'autorité disciplinaire, ce conseil agit soit par la Chambre de discipline nationale pour le haut magistrat des catégories 1 à 3, soit devant la Chambre de discipline provinciale pour les catégories 4 à 9. L'ancienne loi étant précise en la matière, cette proposition n'est donc pas justifiée. En conséquence, inopportune, car l'alinéa 2 en donne la même consistance que jadis. L'article 56 propose une formulation aussi confuse que l'article sus-examiné en ce qu'il parle de la citation du magistrat à comparaître devant le Conseil supérieur de la magistrature qui n'est pas en tant que telle une juridiction disciplinaire. La loi en vigueur parle plutôt des chambres de discipline nationales et provinciales. Formulation plus indiquée en l'espèce. L'inopportunité relevée dans toutes les dispositions supra, en particulier celles qui s'étendent sur l'action disciplinaire, est ici déterminante en ce que la loi en vigueur a renvoyé les règles de procédure non spécifiées à celles du Code de la procédure pénale. Aussi, l'indication du délai de comparution tel que prévu dans le même Code ne se justifie pas en l'espèce. Il y a lieu de se référer à l'article 56 in fine à réviser. Ainsi, l'inconstitutionnalité et l'inopportunité ci-dessus, formulées en critique des dispositions légales à modifier, infèrent au rejet de la proposition de la loi sous examen sur les statuts des magistrats. 3. Concernant la modification de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, l'article 2 propose à l'alinéa premier que les promotions des nominations, proposition des nominations, promotion, mise à la retraite, démission et des réhabilitations des magistrats se fassent en accord avec le ministre de la Justice concernant le magistrat du parquet. À son alinéa 2, il propose que les 10 ministres prennent des mesures conservatoires contre les magistrats du parquet sans en préciser la substance. In fine, il inclut les ministres suscités dans l'élaboration du budget du pouvoir judiciaire. Toutes ces options s'inscrivent en violation flagrante de la Constitution, respectivement en son article 81 qui n'inclut pas ces ministres comme interface entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, lors assumé par le président de la République, lesquels, par la révision de la Constitution, disposent du pouvoir de faire des observations aux dites propositions qui incluent tous les magistrats. En son article 151, qui prohibe toute interférence du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire, et en son article 141, in fine, qui fixe l'autonomie financière du pouvoir judiciaire, en relevant les conseils supérieurs de la magistrature comme seul organe habilité à en élaborer le budget, à transmettre au gouvernement pour être inscrit au budget général de l'État, et sans que celui-ci n'intervienne en amont. Cette proposition ne pourrait modifier cette disposition rigide de la Constitution qui fixe l'indépendance effective du pouvoir judiciaire en l'émargeant de son autonomie financière en conséquence. C'est donc à rejeter totalement pour inconstitutionnalité absolue.
L'article 3 propose une formulation qui n'apporte rien de nouveau par rapport à la loi en vigueur qui, en matière, observe déjà strictement l'esprit et la lettre de la Constitution. Cette disposition est donc inopportune. L'article 28 propose que le ministre de la Justice ait le pouvoir d'ordonner une enquête ou, en cas d'urgence, saisir la chambre disciplinaire pour fin d'interdiction provisoire d'un magistrat dans l'hypothèse où la chambre de discipline est saisie sous plainte de toute personne intéressée. Il prévoit aussi que cette interdiction prenne fin sous la forme qu'elle a été prise. Cette formulation est aussi confuse qu'inintelligible, encore qu'elle est inopportune. En effet, sous la loi déjà en vigueur, le ministre de la Justice dispose du pouvoir de saisir directement la chambre de discipline. Il est irrélévant qu'il puisse l'obtenir de la chambre disciplinaire qui intervient là comme juridiction. En tant que telle, elle doit être guidée par le principe de neutralité et d'impartialité et statuer en toute objectivité sur la cause lui soumise. Toute interdiction prise par elle dérivant d'un arbitraire pouvant affecter le magistrat qui sera blanchi. Il est donc fondé que l'interdiction puisse n'être que l'œuvre du chef d'office ou des juridictions dont dépendent les magistrats fautifs. Vu que cette proposition n'innove rien en l'espèce, mettant à l'arbitraire, il s'impose de la rejeter purement et simplement. En conclusion, 1. Fort des observations développées si haut, le SINAMAC est indigné de constater que toutes ces propositions de loi s'inscrivent en marge de la Constitution, en ce qu'elles tendent à étouffer l'indépendance du pouvoir judiciaire et donc à soumettre les ministères publics sous le joug politique du ministre de la Justice qui assurera son contrôle et sa direction tant au niveau de sa carrière qu'au niveau de l'instruction judiciaire. 2. En observance stricte de la Constitution prise en ses articles 82, 149, 151, 152 et 220, toutes ces propositions de loi ne pouvaient être recevables au bureau. Elles doivent donc être retirées de la commission PAJ, sinon rejetées par l'Assemblée nationale, ici induite en erreur. 3. Le SINAMAC, sous la foi du serment statutaire de magistrat, à faire respecter la Constitution, entend défendre, quel qu'en soit les prix, l'indépendance du pouvoir judiciaire durement acquise. 4. Aussi, il fustige l'examen de ces propositions de loi, dont l'option réelle est de museler l'action répressive de la justice en cours et par conséquent de favoriser l'impunité, surtout des criminels à col blanc, en paralysant l'état des droits suscité par le chef de l'État, ainsi que sa lutte acharnée contre la corruption sous toutes ses formes. 5. Le SINAMAC relève l'inopportunité du dépôt et de l'examen de ces propositions de loi en plein état d'urgence, d'une part, et de l'autre, en pleine tension entre les pouvoirs judiciaires et l'Assemblée nationale. 6. Il se réserve la possibilité, au cas où ces propositions ne sont pas retirées ou rejetées, de saisir le chef de l'État par voie de pétition afin qu'il constate, en application de l'article 69 de la Constitution, en sa qualité du garant du bon fonctionnement des institutions, la persistance des crises inutilement, mais surtout savamment orchestrées par l'Assemblée nationale contre le pouvoir judiciaire et qui risquerait de mettre à mal le fonctionnement des institutions de la République. Le comité directeur exécutif du SINAMAC tient à informer l'opinion nationale ainsi que les magistrats qu'une assemblée générale est convoquée pour ce mercredi à Limete, à la salle d'audience de la cour d'appel de Kinshasa Matete, où
des stratégies devront être arrêtées et mises en place par le magistrat pour que ces crimes qui se commettent puissent être arrêtés le plus rapidement possible dans l'intérêt de la population congolaise et surtout l'administration d'une bonne justice. Vive la République démocratique du Congo, vive l'indépendance de la justice. Je vous remercie. Malgré tout ce que vous avez entendu comme recommandation, qu'est-ce qui va se passer après? Tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons en vue une assemblée générale extraordinaire. Les stratégies seront arrêtées. Et nos stratégies, nous ne les mettrons pas sur la place publique. Mais je voudrais simplement vous rassurer de la détermination des magistrats. Vous savez, ça n'est trop. Donc il est temps que nous puissions mettre un point à ce que nous considérons comme une aventure qui a commencé depuis 2011. Vous savez, les constituants ont levé des options fondamentales à Kisangani. Et ces options sont protégées par l'article 220. Et déjà en 2011, les mêmes auteurs, ou sinon l'un des auteurs des propositions déposées, avait pris déjà l'initiative en 2011 et cela a abouti à la modification maladroite de la Constitution violant ainsi une des options fondamentales. On ne peut pas, au nom d'une tradition dite séculaire du système romano-germanique, soutenir que les options levées par les constituants doivent être changées. Vous savez, les pays comme l'Italie, puisqu'on vous parle de la France, mais l'Italie qui est le précurseur en matière d'indépendance du parquet. Et lorsque les constituants s'est retrouvés, on a réfléchi. On s'est rendu compte que l'état de notre pays, la situation de notre pays, ressemblait à peine à celle de l'Italie. Avec la Camorra qui avait pratiquement pris en otage l'appareil étatique. D'où il fallait des remèdes. Et parmi ces remèdes, il était question que les magistrats du parquet soient protégés. Et c'est ainsi qu'ils ont consacré en Italie l'indépendance du parquet. Et depuis, le Congo n'est plus aligné derrière la France, mais derrière l'Italie. Et même en France, ceux qui suivent l'information, ils savent qu'après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, le Premier ministre Édouard Philippe vient de déposer un projet tendant à l'indépendance du parquet. Alors pourquoi ces reculs en République démocratique du Congo, alors que nous sommes au niveau de l'Afrique en avance et un exemple pour beaucoup de pays africains? Et en plus, contrairement à la France, le magistrat du parquet n'est pas simplement ministère public, il est juge d'instruction. Et tant que juge d'instruction, il doit également être protégé dans sa mission juridictionnelle de dire les droits. Puisque dans la mission, contrairement à ce qu'on dit, que la mission, le pouvoir judiciaire est simplement dévolu aux cours et tribunaux. Ça, c'est une mauvaise lecture de l'exposé des motifs de notre Constitution. Donc, je pense que je ne veux pas tout vous dévoiler, mais je vous dis simplement que nous sommes déterminés et notre détermination n'est pas à mettre en doute, d'autant plus que nous avons perdu un de nôtres en la personne du juge Yanni à cause de ce genre d'attitude et de comportement des autres pouvoirs à l'égard du pouvoir judiciaire. Donc notre détermination n'a pas à mettre en doute. Une question. Il y a 3 propositions de loi qui sont des assemblées nationales, dont une porte sur la modification du code pénal criminalisé. Quels sont les failles ou bien quels sont les reproches que vous faites à chacune de ces propositions de loi? Bon, écoutez, je me situe simplement aux lois, d'abord aux propositions de loi qui concernent les pouvoirs judiciaires. D'abord, il y a la séparation du pouvoir qui est consacrée par les constituants. 2. Le pouvoir de nomination est exclusivement réservé au président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. 3. Le pouvoir disciplinaire des magistrats est exclusivement réservé au Conseil supérieur de la magistrature. Le pouvoir d'injonction du ministre consiste simplement
a demandé l'ouverture d'une information, mais il n'en a pas le contrôle. C'est ainsi qu'on les qualifie d'injonction positive. Mais demander qu'on puisse donner rapport au ministre, même en France, cela ne se fait pas. En France, on peut faire rapport par rapport aux actes déjà posés, mais pas par rapport aux actes à poser, puisque là, on viole les secrets de l'instruction. Donc, par rapport à cela, je vous dis que ces 3 propositions de loi violent la Constitution. Et j'ajoute en disant que quelle est la nécessité ou l'urgence pour que ces propositions de loi, qui sont des lois organiques, qui concernent un pouvoir, soient examinées pendant un état d'urgence. Et d'ailleurs, je suis surpris, d'ailleurs tous les députés ne sont même pas là. Mais pourquoi est-ce qu'on peut examiner en urgence au lieu, on aurait pu engager un débat, discuter là-dessus comme on l'a fait lors des états généraux de la justice. Ces différentes questions ont été débattues et des options ont été levées. Mais qu'est-ce qu'on vise aujourd'hui? Jusqu'au moment où la justice commence à s'émouvoir, on a toujours reproché aux magistrats de ne rien faire. Et aujourd'hui, on fait quelque chose, voilà en fait des lois. Mais je voudrais vous rappeler que la modification de la Constitution, que je considère faite en fraude, en 2011, c'était sur proposition de Aubin Minakou. Mais en 2012, il est resté président de l'Assemblée de 2012 en 2018. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas initié ces différentes propositions de loi? Pourquoi il ne l'a pas fait, il le fait aujourd'hui, alors qu'il a eu 5 ans pour le faire? Anguille sous roche, pardon. Et à l'issue de notre Assemblée générale, nous allons éventrer les bois. Eh bien, vous avez tous suivi ensemble avec nous que les magistrats se sont farouchement opposés à ces 3 propositions de loi. En tout cas, ils ont dit que ces 3 propositions de loi violent intentionnellement la Constitution et ça entrave à l'indépendance de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Et le syndicat de magistrats demande à l'Assemblée nationale de rejeter carrément ces 3 propositions de loi. Et si les députés persistaient à faire passer ces propositions de loi, ils organiseraient d'autres manifestations, même des pétitions qui seront envoyées au président de la République pour faire voir à la face du monde que ces 3 propositions de loi entravent à l'indépendance de l'appareil judiciaire, mais également violent intentionnellement la Constitution. C'était là l'essentiel de notre émission d'aujourd'hui. Merci donc à Thierry Batondoko, merci à qui était derrière la caméra, merci donc à Exaucé Odinga, allais-je dire, pour le montage, sans oublier Merlin Kamalandoa qui a été à la réalisation de cette émission. Je dirais aussi un grand merci à Odon Boulamba qui est le patron de Léon Joléo. Abonnez-vous massivement et on se retrouve à la prochaine.